Bonjour Rhys. Bonjour. Un petit mot sur ce qu'on vient de vivre, sur ce que vous venez de vivre sur ce plateau absolument incroyable qui a valu à toute l'équipe de Charlie Hebdo de se retrouver aujourd'hui à Strasbourg devant un public qu'on a senti enthousiaste, attentif, chaleureux. Un petit mot sur l'expérience que vous venez de vivre à Strasbourg. C'est une des premières fois depuis 2015 où la quasi-totalité de l'équipe de Charlie Hebdo va un peu à la rencontre de ses lecteurs et se retrouve ensemble pour dialoguer ou en tous les cas échanger avec son lectorat. Et ça vous a plu? Vous avez ressenti la bonne ambiance, la chaleur qui émanait du public? Oui, on a ressenti un soutien intense et qui fait chaud au cœur et voilà, qui nous touche évidemment puisque voilà, parfois on peut se demander si on a encore l'énergie de continuer et ça nous donne encore plus l'envie de continuer. Alors on va parler de ce livre 1 minute et 49 secondes, un livre incroyable, un livre d'une puissance incroyable que vous avez mis finalement des années avant de décider d'écrire ce livre. C'était un effort d'écrire ce livre, il fallait aller chercher un petit peu au fond de soi-même, c'était difficile? Non, c'était pas difficile. Ce qui était difficile, c'est de ne rien oublier. En fait, il y avait peut-être tellement de choses à dire, peut-être trop de choses à dire. Donc, il fallait faire les bons choix et dire ce qui était essentiel. Voilà, et d'essayer de ne pas se perdre et de se laisser distraire par ce qui était secondaire ou l'anecdotique. Voilà, il fallait vraiment qu'il y ait une ligne de force dans tout le récit du début à la fin et que le lecteur soit maintenu dans une tension et dans une réflexion constante, quoi. Quand on lit les 300 pages que vous venez d'écrire et qu'on a aimé quelque part tous ces gens dont vous parlez, tous ceux qui ont disparu dans cette tragédie de janvier 2015, quand on lit cela, on se dit que c'est presque, pardon pour l'expression un peu pompeuse, c'est presque un trésor national qui a disparu. C'est effectivement parfois ce que je ressens, c'est-à-dire que c'était des personnalités hors normes. Moi je dis souvent, j'ai eu la chance de les rencontrer, j'ai eu la chance de travailler avec elles, j'ai toujours considéré que c'était une chance d'avoir pu partager, faire autant de choses avec elles, y compris d'ailleurs avec ceux qui ont pu disparaître avant comme Cavana ou GB. Voilà, c'était des personnalités pour moi rares, voilà, et qui c'est vrai qui ont disparu d'une manière abominable, mais c'est vrai c'est pas demain la veille qu'on retrouvera des gens comme ça. En tous les cas, il faut du temps avant de retrouver des personnalités comme ça. Et oui, on peut dire, comme vous le dites, c'est un peu un trésor national qui a disparu. Et quand on a été comme vous au cœur de cette équipe, toutes les semaines, vous les voyez, comment dire, on arrive à se passer d'eux? On ne peut pas se passer de penser à eux. On est obligé de vivre sans eux. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se passer de les entendre, de se les remémorer. Donc ils sont toujours un peu là, en fait. Voilà, vous pouvez pas les faire disparaître totalement. Ils sont absents, mais ils sont toujours un peu là. Il y a plein de tendresse, il y a plein d'amour dans ce livre pour ces gens-là, pour tous. Mais il y en a un pour lequel vous avez une tendresse particulière, c'est Cabu, je me trompe? Cabu, il est un peu à l'origine de tout, hein. C'est lui qui voulait, dans les années 80, absolument recréer un journal satirique. C'est toute la dynamique par exemple, de la Grosse Bertha, qui est le journal où on s'est tous reconnus en 1991. Ça vient de Cabu. Et donc, il est vraiment un peu le maître d'œuvre de cette reparution de Charlie Hebdo. Et aussi, on peut dire, de la formation de jeunes dessinateurs comme nous, comme Charles, Luz ou moi, parce qu'on était des novices, on n'y connaissait rien, et c'est vrai qu'on a bénéficié de la confiance de quelqu'un comme Cabu, et c'était une chance extraordinaire. Je me dis vraiment, j'ai eu une chance inouïe qu'un artiste de ce niveau-là nous donne toute sa confiance. Le tout premier des chapitres qui sont consacrés au portrait de tous ces gens disparus et destinés à Charles, le titre de ce chapitre est incroyable. Où es-tu? Oui, parce que des fois, ils manquent tous, mais c'est vrai que des fois, on a envie de l'appeler à l'aide. Surtout en 2015, on avait envie j'avais envie de le voir revenir pour m'aider à refaire le journal, pour qu'il m'épaule. Donc c'est vrai que par moment, je ne veux pas dire que je m'adressais à lui, mais si j'avais pu, je l'aurais fait. Voilà.
Alors pour montrer que ce livre n'est pas sur une seule thématique, vous avez essayé de brosser toutes les thématiques que vous ont inspiré ces événements et qui ont succédé à ces événements. Parmi ces thématiques, il y en a une qui m'a frappé parce que vous en parlez avec beaucoup de franchise, ce qui montre la clarté de la démarche. C'est l'article sur, enfin le chapitre sur les déséquilibres au sein de la rédaction. Vous dites les victimes du 7 janvier nous ont manqué pour 1 milliard de raisons, mais aussi pour celle-là, faire taire ces figurants qui se croyaient à leur niveau et pensaient profiter du vide laissé par leur perte pour jouer un rôle et qu'ils n'avaient jamais espéré le faire avant janvier 2015. Vous avez donc dû revoir le jugement que vous aviez sur certaines personnes? Des drames ou des crises de ce niveau-là, c'est cruel pour tout un tas de raisons, mais c'est aussi cruel parce que les personnalités se dévoilent. C'est l'épreuve, en fait, c'est la mise à l'épreuve des personnalités qui révèle ce que sont les gens, mais il y a aussi des choses positives. C'est que si le journal aujourd'hui existe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont dépassés et qui ont dépassé leurs propres souffrances pour que le journal existe. Donc il y a aussi cette dimension positive dans cette période-là. Voilà. Il y a des gens qui ont vraiment été... il y a aussi des gens qui ont été à la hauteur. Voilà. En forme de conclusion, Laurent, vous dites aussi, à 48 ans, je me suis retrouvé à vivre ce qu'on vit à 90 ans. Ceux que j'avais connus en 92 avaient presque tous disparu. Les derniers témoins de cette époque aventureuse, je pouvais les compter sur les doigts d'une seule main. C'est à 90 ans qu'on fait ce constat cruel, qu'il n'y a plus personne de votre génération autour de soi. À l'âge de 48 ans, j'ai dû apprendre à être un vieillard. C'est un peu la sensation que j'ai parfois. C'est vrai que c'est comme une sorte d'accélération de la vie. En l'espace de quelques instants, disparaissent ce que normalement, il faudrait peut-être des décennies pour qu'elles disparaissent. Donc ça accélère un peu votre propre disparition. C'est en tout cas, c'est la sensation que j'avais dans les mois qui ont suivi. J'avais l'impression d'être arrivé au bout de ma vie, ou en tous les cas d'être un peu un vieillard. C'est vrai qu'il ne restait plus grand-chose de ma vie d'avant. Donc comment faire pour assumer le fait qu'on peut encore vivre des années alors qu'on a la sensation de les avoir déjà vécues. Merci Laurent d'être venu à ce micro, merci d'être venu à Strasbourg. Merci. Je veux dire un message pour vous-même et aussi pour toute l'équipe qui est venue à vous. Surtout, ne changez pas, restez ce que vous êtes. C'est formidable. Merci à vous. Merci beaucoup.